Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur ce plateau. Aujourd'hui, nous allons parler de construire l'Europe de l'écologie, sortir de la crise par le haut. Un sujet très intéressant. Au préalable, nous remercions l'ESCP qui est partenaire de l'événement. Alors, autour de ce plateau, avec nous, Madame Patricia Savin, avocate et présidente d'Oré. Bienvenue. Bonjour. Merci. Et Maxime Lefebvre, ambassadeur, professeur à l'ESCP et directeur de l'Institut européen et international, ainsi qu'en duplex Agnès Benassi-Kéré, je ne sais pas si elle est avec nous, chef économiste de la Direction générale du Trésor, Guido Smith-Straub, directeur exécutif de l'UNSDSN, et Gilles Vermeau-Desroches, senior, vice-président chargé de développement durable de Schneider Electric. Alors, un petit peu pour poser les bases du débat, le 16 septembre, la présidente de la Commission européenne a frappé fort. Devant les eurodéputés, elle a revu à la hausse les objectifs du fameux Green New Deal européen. L'Union doit réduire ses gaz à effet de serre non plus de 40%, mais de 55% d'ici 2030 par rapport à ses émissions de 1990. L'objectif, c'est la neutralité carbone de l'Union et l'Union européenne va se servir du plan de relance européen de 750 milliards d'euros, élaboré à la base pour sortir de la crise du coronavirus, pour justement financer en partie ce Green New Deal. Donc c'est un virage historique, une croissance oui, mais une croissance que l'Union européenne veut verte. Alors, première question, Maxime Lefebvre. Le Green New Deal, c'est la transformation énergétique, la transformation de l'industrie circulaire, mais aussi la transformation de l'agriculture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les grands objectifs, les grands axes de ce Green New Deal? En quoi c'est une révolution? Alors le Green New Deal, il n'y a pas que le Green New Deal en réalité, hein. C'est l'ensemble de la politique d'environnement de l'Union européenne. Ce qui est nouveau, c'est qu'on en fait un cadre global, unique pour toute l'Union. C'était un axe fort de la nouvelle présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, hein, donc qui a pris ses fonctions en 2019. Et là, effectivement, on profite de la crise du Covid-19 pour essayer d'irriguer davantage toutes les politiques de l'Union européenne par cet objectif d'environnement, de développement durable, de lutte contre le changement climatique. Ce qui fait que si on prend la totalité du budget européen pour 2021 et 2027, plus le plan de relance de 750 milliards, on va avoir 30% de l'ensemble des dépenses de l'Union européenne qui vont être affectées en fait à cette question du climat et de la protection de l'environnement. Donc effectivement, ça devient un axe fort par un cadre normatif, hein, il y a beaucoup de règles, de normes, etc., mais aussi par une aide financière pour aider les pays à se reconvertir leur bouquet énergétique, à faire plus d'énergie renouvelable, lutter pour plus d'efficacité énergétique, etc. Alors justement, est-ce qu'il y a des objectifs un petit peu précis, chiffrés, qui ont été posés dans ce plan de bataille de l'Union européenne, si je peux l'appeler ainsi? Est-ce qu'il y a des grands axes à retenir pour que nos spectateurs comprennent bien de quoi il s'agit? Bon, l'axe majeur, c'est la neutralité climatique pour 2050. C'est-à-dire que la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on va, par rapport aux émissions de 1990 dont vous parliez, prenez les chiffres, en 2008, on s'était donné l'objectif de diminuer des émissions de gaz à effet de serre de 20%. Avant l'accord de Paris en 2015, on avait un objectif de moins 40%, c'est l'objectif qui est sur la table aujourd'hui. Madame von der Leyen a un objectif de moins 55% pour 2030, mais là il va falloir travailler entre les États membres pour pouvoir le mettre en place. Et l'objectif, c'est qu'on arrive à une neutralité climatique en 2050. Donc vous voyez que l'objectif est considérable. Par rapport à ça, il y a d'autres chiffres, par exemple la diminution l'amélioration de l'efficacité énergétique. Donc ça, on est dans des chiffres aussi, je crois qu'on est aujourd'hui à 27 ou 32%. Et puis ensuite, on a aussi des objectifs en termes de part d'énergie renouvelable. Par exemple, l'objectif qu'on avait fixé de 20% d'énergie renouvelable dans l'ensemble du bouquet énergétique, aujourd'hui, cet objectif est dépassé. Donc pour 2020. Donc ça veut dire qu'on on se fixe des objectifs ensemble, des objectifs chiffrés, et on essaie de relever à chaque fois les objectifs et de mettre en place les politiques pour ça. Alors pour compléter un peu votre propos, on va retrouver en duplex Monsieur Guido Smith. Je ne sais pas s'il nous entend, oui, mais très bien. Voilà. Alors pour compléter le propos de Monsieur Lefebvre,
En détail, quels sont les aspects où la transformation écologique risque d'être le plus compliqué pour les États européens? Qu'est-ce qui va être le plus difficile à mettre en œuvre justement dans cette grande révolution écologique? On sait qu'il y a une réforme de la PAC, il y a toute la transformation énergétique. Qu'est-ce qui risque d'être le plus compliqué à mener? En gros, je pense qu'on peut considérer que le Green Deal européen comprend trois transformations majeures. Donc, premier, celle de l'énergie, pour passer à un système énergétique qui soit neutre en carbone en termes de production d'énergie, transmission et utilisation. Donc c'est l'industrie, le transport et bien sûr les énergéticiens. Deux, il y a l'industrie circulaire pour réduire l'utilisation de matériaux dans notre tissu industriel. Et puis trois, il y a la transformation de tout ce qui est agriculture, biodiversité, gestion des ressources en eau et autres. J'estime personnellement qu'en ce qui concerne l'énergie, on a une feuille de route qui est vraiment bien développée. Il reste quelques questions sur la mobilité, donc notamment les poids lourds, donc les camions sur les routes, et puis bien sûr le transport aérien. L'industrie ou la transformation vers une industrie circulaire avance bien. Il y a des efforts supplémentaires à mener. Mais c'est vraiment sur le troisième volet où j'estime que les défis sont les plus importants. Donc il s'agit à la fois d'un ensemble d'outils juridiques et législatifs qui sont assez complexes. Donc il y a la politique commune agricole, il y a la stratégie biodiversité, il y a la stratégie vers une nutrition plus saine, donc ce qu'on appelle Farm to Fork en anglais. Et donc, sur un premier plan, il s'agit d'intégrer tous ces différents volets, ce qui s'avère bien sûr très compliqué. Et il y a bien sûr des questions de fond, donc comment vraiment, si vous voulez, réduire l'intensité en gaz à effet de serre de l'agriculture. Là, il y a beaucoup de sujets auxquels on n'a pas encore de réponse définitive. Laissez-moi finir juste sur un dernier point. Donc, M. Lefebvre, il a insisté sur le fait que, bien sûr, le Green Deal européen doit être considéré dans un cadre plus large. Et bien sûr, il y a des questions sociales. Donc, on les a vues en France avec les Gilets jaunes. C'est vraiment crucial qu'on intègre ces trois grandes transformations dans une logique qui vise aussi aux sujets sociaux, aux défis sociaux auxquels nous faisons face. Alors justement, vous parlez de la transformation de la politique agricole commune. C'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui. Pour que les gens comprennent bien, aujourd'hui, qu'est-ce qui pèche dans cette politique agricole commune? Qu'est-ce qu'il faudrait changer fondamentalement pour que l'agriculture européenne émette moins de gaz à effet de serre? Qu'est-ce qui se joue en ce moment? Alors, historiquement, donc la politique agriculture commune, elle a soutenu les paysans, les producteurs, pour accroître les volumes de denrées alimentaires, donc pour accroître la production européenne. Donc, au fur et à mesure, on s'est aperçu que ça crée des excédents en lait, en blé, en d'autres denrées, et donc on a basculé vers un soutien qui intègre aussi des composantes écologiques. Mais on est très loin. On est très loin d'avoir atteint ces questions. Donc, ce qui reste aujourd'hui, c'est vraiment deux grandes questions, à mon avis. Donc, premièrement, comment est-ce qu'on peut réduire davantage l'impact écologique de l'agriculture? Donc là, on parle des sujets des pesticides. On a bien vu en France comment c'est difficile. Et l'utilisation des engrais, y compris, bien sûr, en tout ce qui est bétail. Qui a un impact très important sur l'environnement. Et puis deux, il y a la grande question de la nutrition. Donc aujourd'hui, on fait face à une crise une vraie crise d'obésité partout en Europe, y compris en France. Et c'est lié en partie au fait que les gens se nourrissent de moins en moins bien. Et évidemment, il y a une question de demande, il y a aussi une question d'offre. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre en cohérence la productivité agricole, la production agricole avec les besoins en termes de nutrition saine? Voilà les gros défis que je vois. Très bien. J'aimerais qu'on rejoigne en diplex Madame Benassi Kéré pour lui poser cette question parce qu'il y a un plan de relance européen, mais aussi un plan de relance français.
Les deux sont liés. Expliquez-nous un petit peu quel est le lien entre ces deux plans de relance, quel est l'enjeu spécifique? Oui, bonjour. Merci de votre question. Donc, le plan de relance français est lié absolument au plan de relance européen. Il y a une coordination des pays européens pour que 30% de leurs dépenses dans le cadre de leur plan de relance soient dédiées à des investissements verts. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça a été précisé précédemment. Donc, l'enjeu, évidemment, c'est de allier relance et puis transition énergétique, puisque la manière la plus expéditive de faire de la relance, ce n'est pas nécessairement de faire de la relance verte. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un effet d'entraînement qui se prolonge au-delà du plan de relance. D'avoir un impact suffisamment important, même si c'est que le début, mais suffisamment important pour ensuite enclencher des dynamiques. Par exemple, que ça crée une sorte de filière sur la rénovation thermique, des filières sur l'hydrogène. Et donc, après, ces filières vivent leur vie. Je pense que les nouveaux enjeux qui ont été donnés de baisse des émissions de gaz à effet de serre de 55% au lieu de 40% à l'horizon 2030, ça a pour effet de rapprocher énormément les échéances pour les industriels. Et là, maintenant, on est sur des calendriers pour lesquels on a des risques pour les actifs. Donc, les investissements d'aujourd'hui doivent être rentables, y compris à l'horizon 2030. Et il y a un risque pour les industriels de ne rien faire aujourd'hui, ce qu'on appelle les actifs échoués, donc d'investir dans des actifs qui ne vaudront plus rien à cet horizon. Et donc, on peut avoir un effet de levier avec le plan de relance beaucoup plus important que par le passé, du fait qu'il y a cette échéance relativement courte maintenant. Donc voilà. Alors maintenant, le plan de relance lui-même, eh bien, il est lié au verdissement des investissements publics en particulier, au verdissement de l'économie plus généralement, mais également, bien évidemment, il cherche à être riche en emplois. Et là, on sait que les filières vertes peuvent fournir des emplois relativement peu délocalisables, notamment dans la rénovation thermique, mais pas uniquement. Et on en profite aussi pour faire des réformes structurelles sur, par exemple, la formation, puisque ça va être complètement clé pour développer ces nouvelles filières. Donc, il faut que les gens puissent facilement se reformer pour changer de secteur et aller dans les secteurs qui vont être en croissance en sortie de crise. Également, simplifier les procédures administratives qui parfois peuvent en avoir besoin. Et également simplifier les politiques d'innovation qui, en France, ont été plusieurs fois pointées du doigt comme un peu complexes. Alors justement, une petite question, vous étiez en train de parler de l'emploi. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce qu'on a chiffré le nombre d'emplois que cette transition écologique, que ce plan de relance pourrait créer, par exemple, en France? Est-ce qu'on a une idée du nombre d'emplois qui pourraient se créer dans les 10-20 prochaines années? Alors, le plan de relance, oui, on a chiffré. Donc, il y a plusieurs composants, mais à court terme, si vous voulez, ce n'est pas le fait qu'il soit vert qui va créer des emplois, hein, c'est la relance en elle-même, le redressement du PIB et les politiques de l'emploi qui sont mises en œuvre, en particulier en direction de la jeunesse. Et ça, on l'a chiffré à 160 000 emplois en 2021, en écart par rapport à l'absence de plan de relance. Sachant qu'en plus de ces 160 000 emplois, il y aura évidemment les emplois liés au rebond de l'activité qui, quand on descend aux enfers en 2020, on remonte et donc il y a des créations d'emplois. Maintenant, à plus long terme, c'est extrêmement difficile de chiffrer. Il y a des recherches qui sont en cours. Moi, je ne peux pas me prononcer à ce jour sur la croissance potentielle de la France à l'horizon 2025-2030 et son contenu en emploi et son contenu en productivité. C'est des recherches en cours qui sont extrêmement importantes, mais sur lesquelles il n'y a pas encore de consensus. Très bien. Alors, on vient de parler d'emploi. Donc, qui dit emploi dit forcément entreprise. Et j'aimerais poser une petite question à Gilles Vermaux-Desroches qui est avec nous en duplex. Aujourd'hui, est-ce que les entreprises européennes, que ce soit en France ou dans d'autres pays européens, sont suffisamment innovantes pour atteindre les objectifs de développement durable de l'Union européenne qui, on l'a dit tout à l'heure, sont très ambitieux? Merci. Je voudrais dire une première chose sur le fait que
cette ambition affichée par l'Europe est un vrai driver d'innovation. Je voudrais dire une deuxième chose, c'est que ces ambitions ne sont pas possibles sans les innovations. C'est-à-dire que si, dans les années qui viennent, le seul enjeu pour rejoindre ces 55%, c'est-à-dire alors qu'on a fait les 20 premiers pourcents en 30 ans, faire 35% d'efficience supplémentaire en 10 ans, ce qui est intellectuellement une gageure, ne fonctionne pas avec les outils d'aujourd'hui. Il y a les modes pour produire, de l'agriculture à l'industrie, pour se déplacer, pour apprendre, pour communiquer. Si il n'y a pas des innovations qui viennent profondément transformer les manières de consommer, de vivre et d'émettre, ce chiffre est important comme driver, mais il ne sera pas rejoint comme objectif. Donc j'insiste sur la place de l'innovation, on sait l'importance qu'elle a. Hein. Chacun d'entre nous ici sait que s'il avait réfléchi à beaucoup de sujets en 1990, il n'aurait pas mis Internet comme un outil pour répondre à beaucoup de questions puisqu'il n'existait pas, alors qu'on voit bien que l'innovation Internet a à peu près tout changé ce qu'on avait pensé avant. Si on avait réfléchi au début des années 2000, le numérique n'aurait pas existé pour la communication et on sait bien comment il a bouleversé la communication. Et s'il y a 10 ans, on avait réfléchi les énergies renouvelables, on aurait dit le solaire, c'est quelque chose pour que quelques happy few qui ont les moyens de payer l'énergie 15 fois plus cher que l'énergie telle qu'elle coûte normalement. Et aujourd'hui, elle est au prix qu'il coûte normalement. Et comme ça a été dit, on a dépassé l'objectif. Donc on voit bien que la dimension innovation est clé. L'Europe a joué un rôle formidable, y compris mal perçu par les entreprises avant les années 2000, pour faire de la régulation et de la réglementation sur tous les enjeux environnementaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et l'ont compris pendant l'accord de Paris, les entreprises européennes sont probablement dans le monde les mieux armées pour innover et prendre en compte tous les enjeux environnementaux. Je peux prendre un exemple. Quand l'Europe décide au début de la première décennie du XXe siècle de régulations qui s'appellent REACH et ROS, qui imposent aux industriels, dans un premier temps, de supprimer un certain nombre de matières premières perçues comme dangereuses, le plomb, la flamme d'halogène, etc. Et REACH, pour pouvoir amener au consommateur final toutes les informations des substances qu'il y a dans un produit, eh ben, les entreprises européennes se sont plus que d'autres conformées à ça et l'ont vite fait pour le marché mondial, puisqu'elles sont dans mondialisation, mais ça leur donne un avantage concurrentiel qui a été perçu au moment de la COP de Paris, où on peut dire que l'ensemble, et particulièrement le patronat français, a perçu ce driver comme un driver fort pour sa compétitivité et pour ce qu'il propose dans l'avenir. On a d'ailleurs un très bel élément, un acid test sur le sujet, c'est qu'aujourd'hui, quand tous les grands acteurs, investisseurs, font des listes des entreprises les plus en avance en la matière de la durabilité en général et du climat en particulier, on y retrouve toujours beaucoup d'entreprises européennes, bien plus que le poids qu'elles représentent dans l'ensemble des entreprises mondiales. C'est dire qu'elles ont là un avantage très impressionnant pour la décennie qui vient, alors singulièrement en Europe où l'accord de Paris est pris au sérieux et mis en œuvre, parce que de fait, il faut se dire qu'ailleurs dans le monde, l'accord de Paris, il y a ceux qui disent qu'ils ne le font pas, puis il y a ceux qui disent rien, mais en tous les cas, jusqu'à l'annonce de la Chine pour 2060, qui est une bonne nouvelle, mais dont il faut voir comment elle se met en œuvre dans des plans pour être sérieuse. J'ajoute un point. Les engagements qui sont là de l'Europe sont pour 2030. On ne peut pas prendre de la même manière les engagements pour 2060, 2050 et pour 2030. Parce qu'un engagement pour 2030, c'est quand même quelque chose qu'il faut commencer dès maintenant. Je n'ai pas dit que ce n'est pas le cas pour des engagements pour dans 40 ans, mais chacun des interlocuteurs de cette table ronde, on n'a pas la chance des étudiants de l'ESCP et des autres, peut considérer que dans 40 ans, ce qu'il fait aujourd'hui, probablement d'autres auront à le suivre, mais il ne sera plus aux commandes de ce qu'il fait aujourd'hui pour le faire. 2030, c'est notre responsabilité quand on est aux affaires aujourd'hui. Et donc, les entreprises européennes ont eu des contraintes environnementales bien avant les autres et il me semble que c'est leur force pour demain. 2,
quand elles sont comparées par tous les acteurs investisseurs qui prennent en compte et en sérieux tous ces sujets, elles sont souvent bien mieux notées et bien mieux appréciées sur le sujet. 3, il est question d'innovation. Et ces drivers sont essentiels pour l'innovation. Comme l'oratrice précédente, je pense qu'il y a un sujet qui n'est pas assez présent dans les plans européens, qui est la question de la formation et de l'évolution de l'ensemble des formations pour mettre dans la tête de ceux qui sont innovants, c'est-à-dire les jeunes, la capacité d'être les innovateurs de demain et sur notre continent. Et je finirai sur un point. L'Europe a perdu beaucoup de parts de marché et d'excellence au niveau mondial au bénéfice d'autres entreprises. Il n'y a qu'un sujet sur lequel tous les leaders mondiaux sont européens, c'est la construction de la ville dans le monde entier. C'est-à-dire dans le monde entier, on construit des villes régulièrement. Je crois qu'on dit qu'on construit une ville de la taille de Paris tous les 10 jours, et ceci jusqu'en 2050. Bien sûr, sur d'autres continents que celui-là. Mais si vous parlez des constructeurs d'infrastructures, des acteurs de l'eau, quelle que soit leur guéguerre du moment quand ils sont français, les acteurs du déchet, la construction de bâtiments, le champ électrique, la construction de l'efficacité énergétique, du digital dans ces sujets, le transport, voilà des sujets sur lesquels toutes les entreprises européennes sont les leaders mondiaux. Alors. Et donc, dans l'enjeu de construction de la ville verte, intelligente, l'Europe a, pour le monde entier, et en qualité de son apport de valeur, quelque chose de largement supérieur des autres, et il faut qu'elle bâtisse dessus. Je reviens pour finir sur la question des compétences. Tout ce qui est dit aujourd'hui, de l'investissement, de la mobilisation, du shift vers un monde bas carbone, doit s'accompagner et devrait être précédé par un immense plan de quelles compétences on a besoin, à quel endroit pour faire ce sujet-là. Et j'ai envie de dire, acteurs publics et privés ont tous intérêt de se mettre autour d'une même table pour accélérer cette évolution du changement des compétences. Alors, on parlera des compétences tout à l'heure, mais avant, je voudrais qu'on revienne sur ce sujet des entreprises. Vous venez de le dire, les entreprises européennes ont un train d'avance. Elles sont capables de mener ce leadership européen dans la transition écologique. Et je me tourne vers vous, Patricia Savin. On parle beaucoup de la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, je ne sais pas, les deux. On peut dire les deux. Le concept, c'est que chaque entreprise peut elle-même se fixer des objectifs pour améliorer le bien-être de ses salariés et réduire son empreinte écologique. Aujourd'hui, il y a des entreprises comme Danone, Orange, Carrefour, BNP Paribas, Apple, qui ont une stratégie, ce qu'on appelle la stratégie RSE. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut concrètement mesurer l'impact sur l'environnement d'un plan RSE dans une entreprise? Merci pour la question. Préalablement, j'ai envie de dire qu'il y a les entreprises, certes. On a vu précédemment qu'il y avait les États, mais il y a aussi les particuliers. Et je souhaite faire cette incise parce qu'on dit toujours l'État doit, l'Europe doit, les entreprises doivent, mais nous sommes tous ici des consommateurs. Donc tout ce que les entreprises mettront en place, tout ce que les directives européennes fixeront comme objectif, devront derrière trouver aussi une application concrète dans les actes de chacun. Maintenant, les entreprises. On voit bien qu'au niveau international, au niveau européen, il y a 3 grands défis. Il y en a beaucoup plus, mais moi, il y en a 3 que j'identifie comme étant des défis à relever. Tous. Le défi du réchauffement climatique, avec l'objectif neutralité carbone. On en parle beaucoup, mais il n'y a pas que celui-ci. Les entreprises ont bien eu conscience depuis longtemps qu'il n'y a pas que le défi climatique. Le défi de l'érosion de la biodiversité, 6e extinction des espèces, c'est pas rien. Et le défi de l'épuisement des ressources naturelles. Oui. Et d'ailleurs, je fais une incise, attention aux villes intelligentes, parce qu'une ville intelligente qui est toute numérique, ce n'est peut-être pas nécessairement très intelligent. Aujourd'hui, 1 heure de Netflix, c'est l'équivalent d'1 an de consommation de frigo en émissions de gaz à effet de serre. Si le numérique était un continent, ce serait le 5e continent le plus émetteur de gaz à effet de serre. Donc attention à bien avoir cette vision globale de tout ce que l'on fait. Et face à ces enjeux-là, les entreprises sont soit dans une approche je suis responsable parce qu'il y a des normes qui m'imposent une responsabilité, soit je suis responsabilisé
et par moi-même, parce qu'il y a une conviction au niveau du comité de direction, au niveau du COMEX, je décide d'être vraiment acteur de ce changement et de porter des nouveaux modèles économiques. Alors, je pense qu'il y a trois leviers importants pour que les entreprises soient plus responsables socialement, sociétalement. Le levier comptable. Au niveau européen, nous avons une directive de 2014 qui avait obligé de mettre en place, pour certaines structures les plus grandes, ce qu'on appelle une déclaration de performance extra-financière. Déclaration de performance extra-financière. Donc il y a d'un côté le financier, les comptables connaissent bien, puis de l'autre côté l'extra-financier, c'est-à-dire quels sont les impacts sur l'environnement, sur la biodiversité, sur le climat de mon activité. Et cette directive de 2014 a dit, voilà, il faut que les entreprises soient en mesure de le calculer, cet impact environnemental, ce qu'on appelle les externalités, positives, plus souvent négatives. Donc cette DPEF, ça a été une prise de conscience au niveau des entreprises il n'y a pas que le financier, il n'y a pas que les dividendes que je verse à mes actionnaires, mais il y a aussi ma place dans la société et mon impact environnemental. Cette directive va être revue en 2021. Nous pensons, il y a un collectif d'entreprises, d'associations qui pensent qu'il faut aller plus loin. Et il ne faut pas qu'il y ait d'un côté le financier, de l'autre l'extra-financier, mais qu'il y ait vraiment un rapprochement dans ce qu'on appelle, nous, une déclaration de performance intégrée, de telle sorte qu'au comité de direction et au comité exécutif, il y ait sur la table, voilà, il y a le financier et l'extra-financier qui sont à valeur égale. Donc ça, c'est le levier comptable. Après, il y a le levier, je dirais, le levier juridique avec, alors c'est plus national, mais pas que, la loi Pacte. On a une loi en France qui a modifié le Code civil, c'est pas rien. Le Code civil n'a pas été modifié depuis 1804. Et nous avons un article 1833 du Code civil qui nous dit les entreprises doivent, je résume, certes verser des dividendes aux actionnaires, mais également prendre en compte leurs impacts environnementaux et sociaux. Donc si demain une entreprise ne prend pas en compte ces impacts environnementaux et sociaux dans son activité, cela peut lui être reproché par les actionnaires, par le conseil d'administration. Parce que le conseil d'administration doit vérifier, c'est dans sa mission dorénavant, que les impacts environnementaux et sociaux sont bien pris en considération dans le cadre des activités des entreprises. Donc ça a quand même été une révolution très importante. Est-ce que vous avez des exemples justement d'entreprises qui ont été... cette loi Pacte, elle est contraignante, j'imagine. Elle est contraignante. Alors, c'était tout l'enjeu lorsque justement le Code civil a été modifié. Certains disant que si on inscrit dans le marbre du Code civil et dans le marbre du Code de commerce une telle obligation, on ouvre le champ à des contentieux tous azimuts. Ce n'est pas encore le cas. Il n'y a pas eu de contentieux pour le moment ? Pas sur cet angle-là. Ah, donc sur quel angle alors il y a eu des Alors, je voudrais juste terminer quand même un point important. Un point très important, me semble-t-il. Donc, j'ai évoqué le levier comptable avec les DPEF, le levier juridique avec donc cet impact sur les missions, entreprises à mission ou les raisons d'être. Et puis, il y a aussi un levier financier qui est essentiel, dont on ne parle pas assez à mon avis, qui est la taxonomie verte. La taxonomie verte, c'est juste une révolution, c'est l'écologisation de la finance, parce que la taxonomie verte va obliger, c'est un règlement, donc on n'a pas à attendre une loi de transposition, règlement adopté en décembre 2019, entré en vigueur janvier 2022. Taxonomie verte nous dit, voilà, il y a 6 champs, 6 objectifs, l'économie circulaire, la biodiversité, le réchauffement climatique, l'eau, la pollution, et puis le réchauffement climatique et atténuation et adaptation, donc ça en fait bien 6 objectifs. Les entreprises devront justifier, à compter de janvier 2022, d'une part de chiffre d'affaires qui adresse l'un de ces 6 objectifs, ou les 6. Dire voilà, moi dans mon activité, je contribue aux objectifs internationaux, aux objectifs européens, parce qu'il y a tel pourcentage de mon chiffre d'affaires qui répond à cette demande-là. Et de la même façon, elles devront dire et justifier qu'elles ne font pas beaucoup pour un objectif au détriment des 5 autres, par exemple. Donc là, on est quand même dans une révolution, et ce qui est très important à retenir, je trouve, c'est que
Là où avant le développement durable, c'était un petit peu le fait de convaincus, de militants de la cause écologiste ou de la cause sociétale tout simplement, avec ces 3 axes, que ce soit l'axe DPEF, l'axe taxonomie verte ou l'axe raison d'être, ça remonte au comité de direction. Cette taxe, elle est obligatoire aujourd'hui, la taxonomie verte? Elle rentrera en vigueur en janvier 2022, mais c'est un règlement européen. Et vous pensez que ça va changer quoi concrètement pour les entreprises? Ça va changer que... Est-ce que vous avez des idées précises qu'on puisse comprendre? Ah oui, ça veut dire que pour des entreprises, là où auparavant il y avait des objectifs de rentabilité, l'objectif de rentabilité va perdurer bien évidemment, mais en obligeant les cellules financières, en obligeant le comité de direction, le comité exécutif, d'être face à quelle est la part de mon chiffre d'affaires que je consacre effectivement à l'un de ces objectifs. Donc ça fait remonter les enjeux de développement durable. Il y a des seuils minimaux ou pas au niveau de... Est-ce qu'il y a des seuils minimaux au niveau justement de telle part du chiffre d'affaires? Ça s'est fixé ou pas? Je ne l'ai pas vu, je ne saurais pas vous dire. Là, je me demande si c'est bêtement, moi je me demande, est-ce que c'est 1%, est-ce que c'est 0,2%? Non, alors peut-être que vous avez la réponse, c'est une appréciation de l'entreprise. D'accord, c'est l'entreprise qui va choisir, bien évidemment. D'accord. Et vous parliez tout à l'heure des contentieux que la responsabilité sociétale des entreprises pourrait créer. Est-ce qu'il y en a déjà qui ont eu lieu ou est-ce que... Pas en tant que tel. Pas en tant que tel. De toute façon, une entreprise qui ne respecte pas ces normes de fonctionnement, pour la France, c'est une loi dite installation classée pour la protection de l'environnement. Oui. Dès lors qu'elle ne respecte pas ces contraintes, il y a des poursuites, des sanctions civiles, pénales et administratives. Donc après, tout cela rentre dans le cas de la RSE. Je voudrais qu'on revienne avec vous, Maxime Lefebvre, sur cette question justement du Green New Deal européen. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait, si j'ai bien compris, ça doit encore être adopté au niveau du Conseil européen par les États, est-ce qu'on sait aujourd'hui quels États font blocage, font obstacle? Je pense notamment, je crois, à la Pologne. Et pourquoi? Quels sont les États qui aujourd'hui font obstruction? D'abord, il faut être conscient que l'Europe a un objectif commun dans toute cette affaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une... Par exemple, il n'y a pas vraiment dans l'Union européenne quelque chose qu'on voit aux États-Unis avec Trump qui est contre l'accord sur le climat, même si d'ailleurs l'économie américaine quand même fait aussi sa transition énergétique. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas cet obstacle idéologique contre le changement climatique ou contre la lutte contre le changement climatique, contre la biodiversité. Tout le monde est emmené dans le même bateau. Après, la difficulté, c'est que tout ça a un coût. Par exemple, l'utilisation du charbon. Et donc, dans des pays de l'Est, il y a une vraie difficulté là-dessus. Comment est-ce qu'on passe d'une économie qui repose sur le charbon à, par exemple, plus d'électrique, des énergies renouvelables? Tout ça, c'est des investissements énormes. Donc, il faut que l'Europe les aide, ces pays. Alors, on a créé, par exemple, un fonds pour la transition juste, qui va être doté de 30 milliards d'euros. Donc, justement, tout ce Green Deal, les plans de relance, vont permettre aussi d'aider ceux qui ont le plus de mal à aller vers ça. Les Allemands, dans leur plan de relance national, ont décidé de réduire d'1 tiers leur capacité de charbon, parce qu'ils ont fait beaucoup de charbon, parce qu'ils ont renoncé au nucléaire. Sur le nucléaire, on n'est pas tous d'accord. La France essaie de faire reconnaître que le nucléaire, c'est une énergie qui ne consomme pas de CO2. Donc c'est bon contre le changement climatique, mais ça pose d'autres problèmes par rapport à l'environnement. Donc la France aussi doit réduire la part de nucléaire dans la production d'électricité. Mais il faut être bien conscient que les États ont des responsabilités nationales. C'est la politique d'énergie, la politique de transport, ce sont des politiques nationales. Donc il y a un cadre européen, il y a des normes européennes, il y a des financements européens, mais ce sont d'abord aux États de financer ça. La fiscalité, c'est quelque chose de national. Chacun prend son chemin, avec des objectifs communs, avec des normes communes et avec des aides pour les pays qui en ont le plus besoin. Donc voilà, on est ensemble, mais il n'y a pas qu'un bateau européen, il y a aussi plusieurs navires qui naviguent ensemble vers le même objectif. Mais au niveau des négociations, est-ce qu'on sait par exemple si des pays comme la Pologne ou la République tchèque, qui sont encore, je crois, plus dépendants aux énergies fossiles qu'un pays comme la France, par exemple, est-ce que ces pays-là essaient justement d'infléchir certaines idées, certains axes
pour que ça reste faisable pour eux? Est-ce que c'est ce qui explique que notamment la Pologne, je crois, est un petit peu réticente? Oui, alors, bon, par exemple, l'objectif de la neutralité climatique en 2050, c'est un objectif qui a été entraîné par certains pays. La France a été un pays en pointe, justement parce que la France a le nucléaire. Donc nous, on a été plutôt en pointe pour emmener les autres, mais finalement, petit à petit, les Allemands, par exemple, s'y sont ralliés, malgré le charbon. Et puis les Polonais n'étaient pas contents, mais là, je viens de lire hier qu'il y avait un accord entre les industriels et puis les syndicats polonais pour mettre fin au charbon en 2049. Donc voilà, les choses sont en train de bouger et il faut emmener tout le monde et il faut aider ceux qui en ont besoin. Vous pensez que du coup, au niveau du Conseil européen, globalement, ce Green New Deal va être adopté dans les mêmes termes que ce qui est prévu aujourd'hui? Alors, comme disait très bien l'intervenant tout à l'heure, c'est pas la même chose de se préparer à un objectif en 2030 et un objectif en 2050. Oui. Là, on n'en est pas encore à préparer. Aujourd'hui, l'objectif de la neutralité climatique en 2050, on est en train de relever l'objectif de 2030 Oui. pour diminuer au lieu de 40% les émissions de CO2, de passer à 55%. Et ça, effectivement, ça va supposer un certain nombre de contraintes supplémentaires et c'est pas évident. Donc il va falloir essayer de les convaincre les Tchèques, convaincre les Polonais et d'autres pour qu'on arrive à cet objectif de 2030. Mais c'est pas encore gagné aujourd'hui. Ce qu'il faut aussi être conscient, c'est que l'Europe n'est pas toute seule. Donc par exemple, il y a quelque chose d'important qu'on est en train d'essayer de pousser, c'est ce qu'on appelle la taxe carbone, Oui. on appelle le mécanisme d'inclusion carbone, c'est-à-dire le fait que si l'Europe fait des efforts, il ne faut pas que ça soit annulé par des importations de produits qui en réalité consomment du CO2 ailleurs. Donc il faut un mécanisme de modification aux frontières et dans le commerce, Oui. de manière à ce que quand les produits entreront, eh bien on puisse taxer ce carbone qui a été produit ailleurs. Donc c'est compliqué parce que il faut que ça soit pris en compte dans la politique commerciale commune, ça peut modifier les échanges, c'est un biais qui est introduit dans les accords d'échange et les accords de libre-échange avec les pays tiers, mais c'est quelque chose qu'on pousse et qui avance aussi au niveau européen. À chaque jour suffit sa peine, j'ai envie de dire. Alors, vous disiez, l'Europe n'est pas toute seule. Je voudrais m'adresser à Monsieur Guido Smith, qui m'a dit que la Chine vient de l'annoncer. Elle aussi s'engage sur le chemin de la neutralité carbone, et ça n'est pas rien. La Chine vise la neutralité carbone pour 2060. Concrètement, quel impact cela va-t-il avoir sur l'Union européenne? Est-ce que ça peut avoir un impact positif justement par rapport aux objectifs que l'Union européenne, elle, se fixe aussi de son côté? Oui, sans doute. Donc, mardi dernier, le président Xi Jinping a annoncé, et c'était une grande surprise pour tout le monde, que la Chine vise l'objectif de neutralité carbone avant 2060. Donc, ce qui est très largement cohérent avec l'accord de Paris. C'est un développement vraiment, vraiment majeur parce que c'est la première fois qu'un autre pays de cette taille et importance a adopté un objectif qui est largement équivalent aux objectifs du Green Deal européen. Et je pense qu'il y a plusieurs effets très importants qui viennent de ça. Donc, première, c'est qu'en fait, le poids est en train de basculer, donc il y a de plus en plus de pays qui se consacrent à cet objectif. Et donc, évidemment, il faut voir ce qui se passe en début novembre aux États-Unis, mais l'Europe n'est plus seule parmi les grands pays. Deuxième point, c'est que cela va renforcer encore les investissements à la fois en Europe, mais aussi en Chine, dans l'innovation pour une économie neutre en carbone. Et déjà aujourd'hui, donc la plupart des panneaux solaires et des éoliennes proviennent de la Chine. Donc ça va donner encore une poussée économique très importante pour faire davantage réduire les coûts. Le troisième point, c'est que comme l'a dit plusieurs intervenants, un des gros problèmes, c'est quand vous êtes seul à décarboniser dans une économie mondiale, ça peut mettre vos entreprises à des désavantages concurrentiels par rapport à d'autres marchés. Et donc là, la Chine, évidemment, représentait des problèmes majeurs. Et donc, l'Union européenne a pensé à imposer des tarifs supplémentaires sur les produits provenant des pays qui, eux, n'avaient pas adopté ou n'ont pas adopté des objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre équivalents aux objectifs en Europe. Si la Chine met en œuvre son objectif et met en place des outils aussi économiques
pour, par exemple, imposer un prix sur les émissions de gaz à effet de serre à travers des systèmes de marché, des quotas ou des impôts. Ça va davantage niveler le terrain de jeu entre la Chine et l'Europe et faciliter la transformation. Ça va, je pense, aussi réduire les soucis dont on vient de parler à l'intérieur de l'Union européenne à travers les différents pays. Donc en gros, je pense que c'est une annonce vraiment d'une importance majeure. Et la Chine et l'Europe viennent de mettre en place il y a 2 semaines un programme d'échange au plus haut niveau, donc géré par le Premier ministre adjoint Hun Chang en Chine et Frans Timmermans, le premier vice-président de l'Union européenne. Il y a maintenant un cadre d'échange régulier en matière de coopération environnementale. Et donc je pense qu'il y a une vraie possibilité que la Chine et l'Europe vont travailler ensemble pour faire avancer cette transformation. Et par la suite, il y aura beaucoup d'autres pays qui vont suivre cet exemple. Je voudrais m'adresser à Agnès Benassi-Kéré parce qu'évidemment se pose la question du coût, puisqu'évidemment une croissance verte, c'est une croissance qui est plus coûteuse qu'une croissance brune. Est-ce qu'on sait aujourd'hui quelles conséquences ce choix va-t-il avoir sur le pouvoir d'achat des Français, puisque je pense que c'est une question que pas mal de citoyens français se posent aujourd'hui? Alors, c'est effectivement une question tout à fait centrale. Donc, la transition, disons, énergétique, dans l'absolu, peut avoir un coût, mais comme ça a été dit par les précédents intervenants, ça dépend beaucoup du contexte mondial. Est-ce que les entreprises européennes peuvent finalement tirer leur épingle du jeu du fait qu'elles ont été les premières à subir des contraintes et donc être obligées d'innover? Et donc, cet avantage d'innovation, comment est-ce qu'il va jouer dans le contexte mondial? Alors, ce qu'il faut peut-être avoir en tête, c'est qu'il y a en ce moment des discussions au niveau européen pour, disons, une redéfinition du marché des émissions, des quotas d'émissions de carbone, avec l'éventualité d'un sentier croissant plus rapidement du prix de manière à embarquer toutes les industries européennes dans cette transformation, avec à la clé un mécanisme d'inclusion carbone de manière à ne pas mettre les entreprises européennes en difficulté de compétitivité par rapport aux autres pays. Ce mécanisme d'inclusion carbone aux frontières ou d'ajustement aux frontières n'est pas un mécanisme pour récolter de l'argent. Hein. Souvent, c'est mal compris. Ça n'est pas une ressource financière, c'est plutôt pour, disons, avoir un terrain de jeu plus équitable entre les entreprises européennes et étrangères et surtout les inclure, leur donner une incitation pour aller dans la même direction que les Européens. Ça, c'est vraiment très important. Alors maintenant, donc ça veut dire qu'il y a un coût supplémentaire qui est le coût lié aux quotas d'émissions ou aux taxes. Il y a aussi des projets pour étendre le marché des quotas d'émissions à d'autres secteurs de manière à englober une part plus grande des sources d'émissions. Donc la question, c'est est-ce que ce coût plus important d'un côté peut avoir pour contrepartie peut-être une croissance plus riche en emplois, plus équitable, et également des co-bénéfices, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des co-bénéfices aux politiques de réduction des émissions en termes de cadre de vie. Bon, si on parle très concrètement, la rénovation énergétique, rénovation des passoires thermiques, ça permet aussi un meilleur bien-être des populations dans leur logement, meilleurs transports locaux, moins de pollution locale. Donc tout ça peut avoir un impact positif, si ce n'est sur le pouvoir d'achat directement, du moins sur le cadre de vie, le bien-être. Et je pense qu'il va falloir de plus en plus raisonner en termes de bien-être et moins en termes stricto sensu de pouvoir d'achat, parce qu'on va faire une croissance peut-être qui sera moins une croissance tirée par la consommation de biens qu'on va jeter après leur utilisation, mais plus une consommation de services dont une part sera peut-être non monétaire. Mais alors justement, de quelles ressources propres dispose-t-on aujourd'hui pour essayer de mettre en œuvre cette croissance verte, ce plan cette relance verte en Europe? Est-ce qu'on sait de quelles ressources propres on dispose aujourd'hui?
Alors, le terme de ressources propres, c'est un mot-clé en Europe et je pense qu'on est à un moment tout à fait charnière. On sait que le problème du juste retour a vraiment, est vraiment un problème toxique en Europe parce que chaque pays calcule qu'est-ce qu'il donne, qu'est-ce qu'il reçoit. Et on le voit bien, la dynamique du Brexit a été complètement, disons, dynamisée par ce problème et a emmené les Britanniques hors de l'Union européenne. Pourquoi est-ce qu'on est à un moment clé? Parce que les objectifs de réduction des émissions à effet de serre sont des objectifs communs à toute l'Union européenne, peu importe que cette réduction ait lieu à Varsovie, à Paris ou à Lisbonne. Ce qui est important, c'est que l'Union européenne dans son ensemble s'est engagée sur un sentier de réduction. Et on a intérêt collectivement à faire ces réductions là où c'est le moins coûteux. Et on a parlé de la Pologne tout à l'heure. En Pologne, il y a évidemment des gisements de réduction des émissions qui sont très importants, plus importants qu'en France. Donc, le fait d'avoir un endettement commun, il va y avoir un endettement commun des Européens via la Commission européenne qui va s'endetter pour le compte de l'Union européenne et asseoir cet endettement sur le budget européen et sur une ressource propre, propre au deux sens du terme, propre parce que ce sera dédié à l'Union européenne et propre parce que ce sera en partie, espérons-le, assis sur des ressources carbone. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. La question, c'est comment amener les Européens vers disons, un accord. Et là, probablement, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on alloue les ressources, pas entièrement, au moins à court terme, les rediriger vers l'Union européenne, puisqu'aujourd'hui, les ressources ETS donc, sont perçues par les Européens. ETS pardon, les ressources des quotas carbone. Donc, on a un marché qui potentiellement peut être une ressource très dynamique, ressource quasi fiscale. C'est pas fiscal parce que c'est pas une taxe, mais c'est, disons, des quotas qui seraient payants, échangés sur un marché mis aux enchères et qui rapportent des ressources qui vont permettre de rembourser la dette que va émettre l'Union européenne. Donc ça, c'est vraiment un moment charnière parce qu'on met en face d'un objectif commun, on met une ressource commune. Ça, c'est vraiment tout à fait nouveau pour les Européens. Si on arrive à surmonter la difficulté, eh bien, comme ça a été dit, hein, des inégalités très grandes des différents pays européens par rapport aux émissions actuelles, ce sera un grand pas en avant qui va nous permettre eh bien de débloquer Alors, il y a d'autres ressources propres hein, qui sont évoquées, sur l'économie numérique, sur les transactions financières, et toutes ont pour point commun. Est-ce qu'on peut envisager une taxe sur les transactions financières? Alors, c'est sur la table. C'est sur la table. Ce que je voulais dire, c'est que je pense que toutes ont pour point commun de ce qu'on appelle internaliser une externalité, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'un pays ne peut pas tout seul. Donc, un pays ne peut pas tout seul mettre en place une taxe carbone. Il ne peut pas tout seul mettre en place une taxe sur les transactions financières ambitieuse. Il ne peut pas tout seul mettre en place une taxation de l'économie numérique. Et donc, on voit que là, l'Europe est indispensable. Vous pensez qu'au niveau de l'Union européenne... Soit il y aura un accord... Excusez-moi, je vous coupe. Est-ce que vous pensez qu'au niveau de l'Union européenne, il y a une chance qu'on puisse adopter d'ici quelques années une taxe sur les transactions financières au niveau européen? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable au niveau politique ou est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'obstacles politiques aujourd'hui pour mettre ça en place? Alors, je ne sais pas pour la taxe sur les transactions financières, mais on a un ensemble de taxes qui sont... il n'y a pas de consensus aujourd'hui, mais je pense que la motivation des États européens est très grande parce que s'il n'y a pas d'accord sur une ressource propre, eh bien, il faudra rembourser à l'aide des ressources fiscales classiques des États. Et donc, vous voyez, donc il y a une motivation très grande. Et c'est ça qui est intéressant dans la dynamique aujourd'hui, c'est que, en réalité, si on arrive à obtenir un accord sur les ressources propres, eh bien après, il y aura moins de freins au niveau des États pour augmenter cette fiscalité carbone ou ce prix du carbone de manière générale s'il s'agit du marché des quotas d'émissions.
Alors, je voudrais qu'on reparle des entreprises avec vous, Patricia Savin, puisqu'aujourd'hui, il y a un nouvel outil, c'est qu'une entreprise peut choisir de devenir une entreprise à mission. C'est-à-dire qu'elle peut choisir d'elle-même de modifier ses statuts en inscrivant des objectifs sociaux, environnementaux précis dans ses statuts. C'est ce qu'a fait par exemple Danone fin juin, je crois. Alors, est-ce qu'on est à l'aube d'une révolution dans le monde de l'entreprise? Qu'est-ce que ça peut concrètement changer dans le monde de l'entreprise et justement dans sa responsabilité par rapport à l'environnement et au climat? Est-ce que c'est, j'allais dire, un outil en plus par rapport aux outils que vous nous avez évoqués tout à l'heure? Est-ce que c'est, j'allais dire, l'outil le plus efficace? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cette nouveauté? Oui, alors cette nouveauté, elle est inclue dans ce que j'évoquais tout à l'heure, la loi Pacte. D'accord. Et alors il y a maintenant dans cette grande, moi je qualifie ça de révolution, Oui. il y a à la fois la possibilité pour une entreprise d'être entreprise à mission, ça veut dire changer les statuts, et il y a le cran d'en dessous qui n'en est pas moins ambitieux, qui est pour une entreprise d'adopter une raison d'être. D'accord. Alors là aussi, il y a eu beaucoup de débats, certains considérant que la raison d'être d'une entreprise, c'est de faire des bénéfices. Et bien pas que. Et c'est justement là où il y a une révolution, c'est que dans la loi Pacte, donc c'est issu du rapport Nota-Sénar, il a été considéré que la raison d'être d'une entreprise, ce n'est pas que de faire des bénéfices, mais aussi d'être socialement, d'être dans la cité et d'avoir un rôle vis-à-vis des humains et vis-à-vis de l'environnement. Beaucoup d'entreprises ont adopté leur raison d'être. Et là où c'est intéressant, c'est que dans le mécanisme, ça oblige à une réflexion entre tous les salariés, avec les parties prenantes. Et du coup, ça crée un socle commun d'ambition. Ça crée aussi une vision partagée entre la direction, les salariés, les parties prenantes. Et avec un mot qu'on emploie de plus en plus, mais je crois qu'il est important, ça donne du sens à l'entreprise. Ça donne du sens aux jeunes, les moins jeunes, qui va travailler tous les matins dans sa structure. Et ça crée aussi, bien sûr, ça participe de la marque employeur. On en parle de plus en plus. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a ce besoin de dire mon activité, elle s'inscrit dans un besoin global et international. Donc la raison d'être, c'est déjà très structurant. L'étape d'après, être entreprise à mission, eh bien c'est dire voilà, ma mission à moi, entreprise, c'est de vérifier que mes impacts, mes externalités négatives sur l'environnement, sur l'humain, sont minimisés à tous les stades. Et là, c'est très engageant, parce que dire et mettre dans ces statuts qu'on est entreprise à mission, si à l'avenir il y a un acte d'une entreprise qui n'est pas tout à fait vertueux, qui impacte l'environnement, qui impacte l'humain, il est évident qu'une association pourra brandir « mais vous êtes entreprise à mission, regardez ce que vous avez fait » et le juge ne pourra qu'être sensible au hiatus entre l'affichage d'entreprise à mission et la réalité sur le terrain. Donc il faut réfléchir à deux fois. Ça veut dire qu'une entreprise pourra rendre des comptes devant la justice. Bien sûr. Ça, j'ai l'impression que c'est une vraie révolution quand même. Alors ça l'était. C'était déjà possible, mais beaucoup plus compliqué quand même, j'imagine, non? Moi, je vais vous donner un exemple vécu d'avocate. Oui. Une entreprise qui, par accident ou pas, je ne sais pas, avait pollué un cours d'eau. Oui. Je suis allée voir son site internet. J'ai vu que sur le site internet, c'était la plus vertueuse du monde, qu'elle avait un rapport développement durable qui était formidable en papier glacé. Je lui ai brandi sa propre communication en disant voilà, ce que vous évoquez sur votre site, dans votre rapport développement durable, et puis la réalité des faits. Le juge a été sensible. Et ça suffit justement à obtenir des dommages et intérêts? Il n'y a pas que ça, fort heureusement. Il n'y a pas que ça, d'accord. Je voudrais qu'on passe aux questions du public. On a, je crois, encore 20 minutes. Et la première question est pour Gilles Vermeaux-Desroches, qui est toujours avec nous. Alors, première question, aujourd'hui, comment les grandes entreprises comme justement Schneider Electric encouragent-elles l'innovation concrètement pour la transition verte? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner pour qu'on comprenne bien un petit peu quelles actions précises ça concerne?
Oui, bonjour. Je vais répondre à cette question en peut-être complexifiant le débat dans lequel on est. Il ne faudrait pas que l'ensemble des étudiants, les auditeurs de ce matin, se disent il y a un très beau continent, c'est l'Europe, et il y a un reste du monde qui planifie des choses pour dans très longtemps. On est attentif, on regarde. Et puis, il y a Trump qui montre que l'Amérique est en arrière, etc. Justement, vous me parlez d'innovation. Par exemple, Schneider Electric vient de signer avec Walmart un très grand projet dans lequel Walmart s'engage pour, dans les 10 ans qui viennent, réduire de 1 gigatonne d'émissions carbone, les émissions carbone de ses fournisseurs américains, 2300 fournisseurs américains. On a peut-être une administration américaine pas très active sur le sujet et plutôt sur la défensive négativement, sur les sujets d'innovation, d'engagement, en Californie, mais pas seulement. On a beaucoup d'acteurs qui vont très loin. Et quand on regarde aujourd'hui, à la fin de cette Climate Week, les grands engagements qui sont pris par ces acteurs, alors on peut en douter, mais il n'y a pas de raison qu'on doute des leurs et qu'on pense que les nôtres tiennent la route. Il y a un moment donné, il y a un bout de cohérence qui conduit tout le monde vers un même chemin. Amazon pousse les entreprises à ce qu'en 2040, leurs produits soient neutres en carbone, c'est-à-dire qu'on passe d'une communication pour les entreprises de la neutralité corporate de l'entreprise, son scope 1, scope 2, scope 3, avec une capacité de mettre sur le marché des produits dans lesquels on pourra dire, alors soit par offset parce qu'on n'est pas arrivé jusqu'au bout, soit net zéro émission, le produit que j'achète est neutre en carbone. J'ai envie de dire ça, c'est une innovation, pas produit, mais c'est une innovation intellectuelle, conceptuelle qui fait aussi avancer. Et donc sur ce chemin de l'innovation, on peut d'ailleurs considérer qu'être entreprise à mission, c'est un bout d'innovation aussi qui fait avancer. Les deux conclusions que j'aurais, et sur la question que vous me posez, et d'ailleurs sur la question d'avant, il ne faut pas non plus là avoir l'idée qu'il n'y a qu'en France qu'on invente par la loi Pacte le concept d'entreprise à mission. La Purpose-led Company est une grande logique qui est d'ailleurs plutôt née aux États-Unis que sur le continent européen. Et il y a tout un mouvement qui va dans cette direction. Unilever en fait partie, d'autres en font partie. Ça me paraît important. La grande question qu'il faut se poser, c'est l'être et le faire de l'entreprise. Là, on est sur un sujet dans lequel l'entreprise se définit, son être, par sa raison d'être, par ce type d'engagement. D'autres deviennent bicorp, d'autres considèrent que l'ISO 26000 est le chemin dans lequel elles doivent s'inscrire. Et tous ces sujets conduisent à ce que l'entreprise réfléchisse à son attractivité. À nouveau, on est dans une démarche scolaire. Moi, je suis souvent engagé dans certaines écoles. Il m'arrive de témoigner à l'ESCP ou ailleurs. On voit bien que l'étudiant d'aujourd'hui, lorsqu'il en a les moyens, va choisir l'entreprise qui lui paraît attractive et qui construit la planète dans laquelle il est et qu'il voudrait vivre un peu mieux sur cette planète et que c'est ça qui va l'intéresser pour être contributeur d'innovation. Tout ce que font nos entreprises pour définir leur raison d'être, certaines pour devenir entreprises à mission, d'autres pour avoir des labels spécifiques, va dans cette direction d'une attractivité et d'une capacité de rétention du capital humain qui est la source principale de l'innovation. Et je le répète, j'ai écrit un bouquin sur le sujet qui s'appelle « Le printemps des millennials ». Les innovations ne viennent que dans la tête des jeunes. Vous pourrez prendre ce que vous voulez des 200 dernières années d'innovation. Il n'y a pas d'innovation qui ont changé le monde qui est née dans la tête de quelqu'un qui a plus de 35 ans. On peut le regretter. Après cet âge-là, on est, avec l'expérience qu'on a acquis, indispensable pour traduire cette innovation en fait, en réalité, en entreprise, etc. Mais quand Pierre Belon invente la Sodexo, Pasteur son vaccin, les acteurs du digital, l'ensemble des choses du digital aujourd'hui, c'est encore plus connu, ou Einstein, E égale MC2, il est de cette génération-là. Je crois que cette génération attend qu'il y ait une cohérence entre l'être et le faire, entre les indicateurs que l'on dit de progrès et en même temps ce qu'est l'entreprise. Et la démarche d'entreprise à mission contribue à ça dans cette guerre de recherche des compétences pour être plus innovant demain. Et donc l'innovation, pour moi, est clé.
les entreprises sont centrales, les acteurs aussi. Si on prend un exemple, aujourd'hui, et je m'arrêterai là, aujourd'hui, la ville de Bordeaux, d'autres, apparaissent comme étant exemplaires sur les enjeux de développement durable et sur un chiffre pour les prendre plus en compte. Mais s'il n'y a pas une entreprise qui risque et qui invente le tramway dont on a parlé avec Ambroise au début, le plus écologique possible, du matériel, des visions, une capacité de produire de la nourriture, etc., qui va dans ce sens-là, l'engagement public et citoyen n'existera pas. Mais cet engagement public et citoyen est indispensable pour que les entreprises aillent dans cette direction. On voit l'enjeu circulaire du sujet, dans lequel l'innovation est clé, mais l'engagement des citoyens, des acteurs publics et des entreprises permettent d'avoir cette innovation dont je suis sûr que dans les 10 ans qui viennent, on en aura encore plus que l'on a eu dans les 20 ans qui viennent de se passer. Alors, vous parliez tout à l'heure de ce qui se passe à l'étranger, notamment aux États-Unis. J'ai une question justement de cet enjeu-là. Vous parliez, alors cette question s'adresse à M. Guido Schmidt-Traub. Vous parliez tout à l'heure des enjeux, des nouveaux objectifs qu'est en train de se fixer la Chine. Donc il y a les objectifs de l'Europe, les objectifs de la Chine. Cependant, les pays en développement sont souvent écartés de ces questions. Comment permettre aux pays les moins avancés, les moins développés, d'avoir eux aussi leur mot à dire dans ces enjeux de transition écologique? Comment les aider au niveau de l'Union européenne justement à atteindre eux aussi des objectifs de transition écologique et de développement durable? C'est une question du public. C'est une question absolument cruciale et importante parce que, bien évidemment, ce n'est pas l'Europe et la Chine qui pourront eux-mêmes, tout seuls, pousser cette transformation. Et cette transformation, elle représente des enjeux et des défis majeurs pour les pays en développement, notamment l'Afrique. Donc, il y a plusieurs éléments d'une coopération et d'un soutien qui sont nécessaires. Donc, premièrement, il faut du financement, c'est clair. Donc, il faut du financement vert, il faut du financement pour le changement climatique. Donc, les pays développés se sont engagés à verser annuellement 100 milliards de dollars pour appuyer la transition dans les pays en développement. Ce financement, c'est à la fois public et privé, donc il y a beaucoup de débats sur comment le chiffrer. Mais en gros, il faut encore davantage de financement, ça c'est clair. Et donc, la conférence des parties l'année prochaine, donc à Glasgow, c'est là où la convention climat va se réunir en Écosse. Elle est importante aussi pour concrétiser les engagements financiers. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a beaucoup parlé de l'innovation, parce qu'évidemment, il faut encore pousser de nouvelles technologies en renouvelable, en efficacité énergétique, dans une agriculture plus efficiente et plus efficace en consommation de ressources. Et là, il y a des nouvelles technologies en Europe, en Chine, en Israël, en beaucoup de pays qui doivent être mises à disposition. Donc, il faut vraiment réfléchir comment on peut faciliter l'accès aux nouvelles technologies pour des pays en développement. Il y a plusieurs exemples. Par exemple, dans le domaine de la santé, on avait le problème au début des années 2000, il y avait une pandémie du VIH-Sida, surtout en Afrique, alors que les traitements qui étaient disponibles contre ce virus coûtaient beaucoup trop cher. Et là, l'industrie pharmaceutique a trouvé un moyen, en coopération avec les gouvernements, de rendre disponibles ces médicaments essentiels au coût de production, donc à un prix largement inférieur auquel ces produits étaient vendus en Europe et aux États-Unis. Donc il faut réfléchir à ce type de solutions aussi pour les nouvelles technologies en matière d'agriculture et en matière d'énergie. Et le troisième point, il faut la coopération technique. Donc il faut échanger des expériences. Un exemple que je trouve assez intéressant, c'est que la Chine maintenant, elle se met de plus en plus à partager ses expériences avec les pays en développement. Donc on n'est plus les seuls, les Européens, à partager nos expériences. C'est une bonne chose et ça montre qu'il y a un vrai besoin, qu'il faut davantage servir. Et pour finir, donc, la question de la solidarité internationale est cruciale parce que cette transformation, elle ne peut
Elle ne peut être un succès uniquement si on arrive à s'y mettre ensemble. Alors, je crois que Mme Patricia Savin veut rebondir sur ce sujet. Oui, l'enjeu de solidarité mondiale est essentiel. C'est évident, parce que sinon nous n'arriverons à rien, et on le voit avec les crises migratoires. Et il y a aussi un point qu'on n'a pas évoqué, c'est le réchauffement climatique, qui est juste une catastrophe par rapport à la montée des eaux. Il y a des pays, des îles qui vont disparaître, qui vont aggraver le phénomène de déplacés environnementaux. Alors certains parlent de réfugiés climatiques. En tant qu'avocate, moi je refuse, parce que le statut de réfugié correspond à une convention de Genève. Il ne faut surtout pas ouvrir cette boîte de Pandore. Mais donc ce qu'il faut bien voir, c'est que si le réchauffement climatique n'est pas pris à bras le corps à l'échelle mondiale, demain ce seront des vagues et des vagues de populations qui vont partir parce qu'elles n'auront plus de terre. Ce n'est même pas qu'elles vont fuir des régimes en guerre ou des famines, c'est qu'elles n'auront plus de terre où vivre. La montée des eaux annonce la disparition de certaines îles, Kiribati par exemple. Donc il y a cette solidarité mondiale qui est essentielle, parce que ce qui se passe à l'autre bout de la planète, on va le récupérer demain. Et ce n'est pas après-demain, c'est juste demain. Par rapport à l'innovation, je voulais juste également soulever le point que il y a, et ça on l'a bien vu nous dans nos travaux au sein de Oré, un enjeu essentiel de casser les silos, d'être dans une transversalité. Je m'explique, développer par exemple de l'éolien à outrance sans s'interroger sur ce qui a été fait à une certaine époque, c'est plus trop le cas maintenant, sur l'impact de l'éolien sur la biodiversité, c'est pas malin. Ouais. Donc il y a une nécessité dans l'innovation d'être dans une transversalité, de casser les silos et de bien penser global, pas de penser que énergie. On parle beaucoup de l'accord de Paris, on parle beaucoup de la Convention canadienne des Nations Unies pour le changement climatique, mais il y a aussi la biodiversité. On parle moins de la biodiversité, donc j'y reviens encore, parce que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, ensemble. Donc vraiment, pensée globale, pensée mondiale. Et il y a au niveau européen un cadre réglementaire qui nous aide à cette pensée globale, qui est le paquet économie circulaire. Le paquet économie circulaire, qui s'est traduit en France par la loi dite anti-gaspillage pour une économie circulaire, c'est cette vision globale de produire et consommer différemment. Produire en étant plus innovant, consommer différemment parce que le consommateur, le consomme-acteur, aura une indication sur quel est le produit le plus vertueux, quel est le produit éco-conçu, quel est le produit qui demain pourra rentrer dans une filière de recyclage ou de valorisation. Donc là, il y a ce fléchage qui est indispensable pour qu'il n'y ait pas d'un côté des États qui pensent bien, qui pensent mondial, d'autres des entreprises qui font ce qu'elles peuvent, et puis le consommateur qui n'aura pas son fléchage d'achat. Donc la loi économie circulaire, le paquet économie circulaire au niveau européen, je pense que c'est un bel outil pour avoir cette vision transversale et globale indispensable pour qu'il y ait à la fois de l'économie, de l'écologie et de la solidarité. Une économie sociale, une économie circulaire, solidaire. Tout à l'heure, vous parliez de la crise migratoire, oui. Qui est un enjeu majeur, je pense, des 50 prochaines années. On voit que c'est déjà en train de se produire avec des histoires humaines absolument dramatiques. Est-ce qu'en tant qu'avocate, vous pensez que pour... alors là, je digresse peut-être un peu, mais est-ce que vous pensez que il va falloir justement adapter le droit, notamment au niveau européen et peut-être même au niveau français par rapport à la question du statut des réfugiés, pour protéger davantage ces personnes et leur donner peut-être d'autres possibilités, parce qu'on voit que ça donne naissance à des situations absolument ubuesques, par exemple en Grèce. Voilà. Est-ce que vous avez un avis en tant qu'avocate sur cette question du statut des réfugiés ? Oui. J'ai travaillé avec le barreau de Paris et l'ancien vice-bâtonnier Yvon Martinet à la rédaction d'un statut des déplacés environnementaux, pour justement ne pas être dans une zone de non-droit, alors à la fois des droits et des devoirs. Et ce statut... Comme quoi, par exemple, comme devoir, par exemple, ça serait quoi de respecter les lois du pays d'accueil. Ah, vous voulez dire pour le réfugié ? Bien sûr, bien sûr. Et donc des droits, ça serait quoi, par exemple Regroupement familial. L'un des droits qui est mis en avant assez régulièrement, c'est le droit au regroupement familial, parce qu'aujourd'hui,
des réfugiés, des déplacés qui arrivent peuvent être éclatés avec les enfants, papa, maman à droite à gauche, et ça c'est juste un drame humain terrible. Donc il y a des travaux, importants sur ce statut du déplacé environnemental, du réfugié climatique qui sont en discussion. Et vous pensez que ça pourrait aboutir quand à peu près ces travaux? Vous ne savez pas D'accord. Non, parce que c'est vraiment un enjeu idéalement crucial. Hier. Oui. Il y a une dernière question pour Madame Benassi Kéré, qui est toujours parmi nous, par rapport aux énergies, aux prêts à intérêt. Excusez-moi. Est-ce que le prêt à intérêt, aujourd'hui c'est une question d'un spectateur, est compatible avec le développement durable et les limites physiques de la planète? Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Alors, je pense que en fait, la question n'est pas exactement celle-là. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt s'ajustent au taux de croissance. C'est-à-dire qu'on a vu ces dernières décennies la croissance s'affaiblir partout dans le monde et les taux d'intérêt baisser. Donc l'idée selon laquelle on serait obligé de produire pour nourrir ceux qui nous ont prêté en leur payant des intérêts, c'est pas tout à fait vrai. En tout cas, c'est pas tout à fait vrai à moyen et long terme parce que les taux d'intérêt, encore une fois, s'ajustent au taux de croissance. Donc, ça veut dire que si nous arrivons à surmonter les problèmes de transition énergétique avec de la croissance, en fait, cette question du taux d'intérêt ne se posera vraisemblablement pas. Donc, le vrai sujet, c'est qu'on voit que la décroissance n'est pas la solution à nos problèmes de transition énergétique. Pourquoi? Parce qu'avec cette crise épouvantable que nous venons de vivre, les émissions ont baissé à peine. Donc il faudrait avoir une crise épouvantable tous les ans et encore ça ne suffirait pas. Par le passé, en fait, ce n'est pas la première fois qu'on a un problème de ressources rares. Hein, donc les ressources de la planète sont finies et il faut dépasser par l'innovation, ça a été dit au tout début de cette conférence, dépasser par l'innovation cette finitude du monde. Et on en est probablement capable. En tout cas, dire aujourd'hui au monde pauvre, qui va être encore plus pauvre au sortir de la crise, et aux personnes au chômage dans les pays avancés qu'on a une super idée pour la transition énergétique, c'est la décroissance, je pense que c'est vraiment raté le sujet, qui est un sujet global, comme ça vient d'être dit, qui est social aussi. Donc, je pense que c'est vraiment ça le sujet. Alors maintenant, aussi, il y a une chose qui est nouvelle, c'est que dans les décennies précédentes, on se disait « Oh là là, ça va être comme le charbon dans les années 50, on va manquer de pétrole ». Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, c'est pas ça le sujet, c'est que probablement il ne faut pas le brûler. Et donc ça renverse complètement la question et finalement d'une certaine manière elle est plus à notre main qu'elle l'était auparavant. C'est pas une donnée réellement extérieure par rapport à nous. Alors maintenant si je me reconcentre sur l'Union européenne, il y a aussi une opportunité dont on n'entend pas tellement parler, c'est que cette transition, si on arrive à la coordonner entre les pays européens, on sera moins soumis à des asymétries qu'on a connues par le passé. Et donc, rendre tous les pays, les mettre dans la même direction, ça veut dire qu'on aura moins que par le passé, espérons-le, des chocs extérieurs qui vont nous faire diverger les pays européens. Et donc ça, c'est aussi important par rapport à la viabilité à long terme. Donc je voudrais rajouter dans le panier de la cohérence d'ensemble, je voudrais rajouter la macroéconomie et donc les modèles de croissance qui seraient compatibles les uns avec les autres, qui seraient cohérents entre eux, entre les différents pays européens. Ça, c'est aussi très important pour l'avenir de la construction européenne. Eh bien, merci beaucoup. C'est la fin de cette table ronde. C'est passé très vite. Je vous remercie de votre présence, que ce soit en plateau et en duplex. Et on se retrouve tout à l'heure.